Le 25 août 1882, un bateau, le Tétis, appareille depuis le port de Galatz, sur les bords de la Danube en Roumanie. Direction la mer Noire, puis la Méditerranée, jusqu'en Israël. À son bord, un groupe de 228 juifs, hommes, femmes, enfants de tous âges, 50 familles. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont en train d'écrire l'histoire de ce qu'on appellera la première Aliyah, première émigration. Les pionniers, quoi. Alors qui sont-ils? Pourquoi quittent-ils leur Roumanie natale? Où ils arrivent en Israël? Suivez-moi à travers l'histoire de Zichron Yaakov et de la première Aliyah et la découverte du cadeau que nous ont fait les pionniers de Zichron, des lunettes. Quelques semaines après le départ de Galatz, le bateau arrive d'abord à Beyrouth où descend une partie du groupe, puis à Haïfa. Une fois débarqué et sûrement après avoir embrassé le sol, remercié le ciel, pleuré de joie, il rencontre Francis Germain du consulat français. Vous êtes le groupe de Galatz qui va acheter des terres pour vous implanter et faire de l'agriculture, c'est ça? J'ai exactement ce qu'il vous faut. Pas loin d'ici, sur les premières pentes du Carmel, des terres, une source d'eau, il y a même un sympathique petit village arabe. Le prix demandé paraît exorbitant, mais le Carmel, fouler le sol, où le prophète Élie réalise le miracle du feu venant du ciel, là où le peuple scanda « Hachem ou Elohim, l'Éternel est le vrai Dieu », ça vaut bien tout l'or du monde, ça. Les terres sont achetées, l'hiver arrive et le groupe est toujours bloqué à Haïfa. Pourquoi? Depuis que nos juifs roumains sont arrivés, il n'est pas un seul sous-fifre ottoman qui ne soit passé pour prendre son bakshish, son pot de vin, car on a tout de suite repéré un pigeon avec les poches bien remplies et on le garde bien en cage. C'est pour certains d'entre eux le début de la désillusion. Et puis, il paraît qu'on s'est sûrement fait avoir avec les terres achetées, pas vraiment le paradis vert et gorgé d'eau qu'on nous a vendu. Si déjà on est bloqué ici, pourquoi ne pas envoyer discrètement des explorateurs pour aller vérifier? Il est peut-être encore temps de se rétracter. Moshe Courland et Avram Klister se portent volontaires pour la mission périlleuse. Ils vont, reviennent et ils sont assaillis par le groupe. Alors, dites-nous, on s'est fait avoir? C'est bien? C'est pas bien, c'est extraordinaire! Bien sûr qu'il y a de l'eau, bien plus que la source. D'ailleurs, du haut de la colline, en regardant vers la mer, on aperçoit des étangs d'eau à perte de vue. Si la terre est bonne, s'écrie Klister, j'ai vu de mes yeux un verger avec des oliviers à perte de vue. Quoi? Vous ne nous croyez pas? Demande Moshe Courland devant les regards sceptiques face à lui. Vous ne nous croyez pas? Je vous jure sur ma barbe et mes péotes que j'ai vu un arbre d'où coulait du miel. Mais enfin, c'est pas possible, agit quelqu'un. On lui répond, mais c'est Moshe, il a juré sur ses péotes. Mais évidemment que c'est vrai. Et la joie et l'allégresse de s'emparer du groupe. Mais revenons en arrière un instant. Qui est ce groupe? Pourquoi il se retrouve en Israël? Dans cette fin du 19e siècle, sont créés en Russie et en Roumanie des organismes et associations de Chovevet Sion, les amoureux de Sion. Leur but est de raviver l'amour d'Israël, mais surtout de s'organiser, de collecter des fonds communs pour lancer des premiers groupes d'Aliyah. C'est une révolution dans la longue histoire de l'exil d'Israël. En parallèle de cela, un climat d'antisémitisme extrême se développe jusqu'à aboutir en 1881 à une série de pogroms particulièrement meurtriers dans l'Empire russe, essentiellement l'Ukraine d'aujourd'hui. Alors commence un mouvement géant d'immigration et de déplacement des populations juives d'Europe de l'Est vers les États-Unis, plus de 2 millions, l'Europe de l'Ouest et l'Argentine. On a souvent vu l'arrivée de nos premiers pionniers en Israël comme le fruit de cet exode, de l'antisémitisme. S'il n'y avait pas eu d'antisémitisme, il n'y aurait pas eu d'Aliyah. Lourde erreur et incompréhension de ce qui les animait vraiment. D'abord, ils viennent de Roumanie, où il n'y a pas eu de pogrom. Et puis, de toutes les destinations, ils sont une poignée à avoir choisi la plus lointaine, la plus précaire et compliquée, la Palestine ottomane. Non, ce sont des familles avec des gens de tous âges, des juifs pratiquants orthodoxes, certains même les appelleraient aujourd'hui des ultra-orthodoxes, des charedim. Ils vivaient correctement, gagnaient décemment et même pour certains très bien leur vie. Ils ont mûrement réfléchi et préparé leur aliyah, récolté les fonds nécessaires, pris les contacts pour l'achat de terres. Car ils ne veulent pas monter et intégrer les communautés juives dans les villes saintes classiques. Non, ils veulent créer des nouvelles implantations, repousser les frontières de l'installation juive, construire par eux-mêmes, cultiver cette terre aimée de leurs propres mains, quitte à l'abreuver de leur sueur et de leurs larmes. Le 6 décembre 1882, deuxième bougie de Hanouka, nos pionniers peuvent enfin quitter Haïfa pour rejoindre leur terre de Zamarine dans le Carmel. Yerachmiel Alperin écrit dans son journal « Nous avons acheté des vieilles charrues aux Allemands de Haïfa et nous sommes montés plein d'entrain, qui avec sa charrue, qui avec sa bêche. En arrivant, nous avons trouvé 16 familles arabes seulement. La terre de Zamarine est tellement pierreuse qu'on ne peut même pas la labourer. Les Arabes sont pauvres, chétifs, crèvent de faim.
Nous avons longtemps cherché l'arbre d'où Moshe avait juré coule du miel. Malheureusement, toujours pas trouvé. De même, nous cherchons encore les milliers d'oliviers de Clistère. Et ce n'est que le début de leur déconfiture. L'hiver est rude et ils construisent rapidement des cabanes en boue et caillasse. Les tentatives de cultiver du blé se soldent en échec cuisant. La source est toute petite et remplie de sangsues et les fameux étangs d'eau de Clistère et Courlinde existent bien, mais ce sont en fait des marécages insalubres tout le long de la côte. Enfin, les relations avec leurs voisins arabes se détériorent rapidement. Les villageois vont jusqu'à leur voler leur couverture la nuit. Ils créent alors une milice de défense qu'ils appellent les gardistes. Les femmes et enfants retournent à Haïfa, les plus jeunes cherchent du travail à Yafo, Jérusalem. Le peu d'argent qu'ils avaient se tarit rapidement et c'est la même histoire dans toutes les nouvelles implantations en Israël, les nouvelles moshavot. Revenez, revenez sans tarder, leur disent les membres des Chovevet Tzion en Roumanie qui suivent leur déboire, leurs familles, leurs amis. En dernier recours, ils entendent parler d'un baron français, juif, qui aide les communautés juives agricoles à se développer, le baron Hirsch. On prend contact et le baron dépêche sur place son émissaire, Emmanuel Veneziani. Veneziani vient à Zichron, inspecte tout et réunit les habitants. Nous pouvons vous aider. Il y a là une communauté avec un vrai potentiel. Mais pour cela, vous rentrez dans vos cabanes, vous rassemblez vos affaires ou ce qu'il en reste et on s'en va. Ça pourra marcher partout, sauf ici, aucune chance. Alors se lève Meir Leib Hershko et grondant, se tourne vers Veneziani. Nous sommes venus ici sur la terre de nos ancêtres dans un but sacré. Nous n'avons aucune autre maison dans le monde entier. C'est ici que nous vivrons, c'est ici que nous mourrons. Finalement, ils découvriront le baron Edmond de Rothschild. Il suit passionnément la tentative de retour en Israël et décide d'y mettre son énergie, ses idées et son immense fortune. C'est ainsi qu'on finit par planter des vignes et qu'on créera la deuxième plus grande exploitation de vin en Israël qu'on nommera les vins Carmel, bien sûr. On construit enfin des maisons décentes, une première avenue, une synagogue et une pompe et réservoir d'eau. Regardez, la synagogue Ohel Yaakov, au nom du père du baron, James Yaakov, est construite en 1886. Le système d'eau potable, lui, en 1991, 5 ans après. Cela en dit long sur qui sont ces premiers pionniers et quelles sont leurs véritables priorités. Finalement, ce sont près de 25 000 pionniers qui, en vagues successives, de 1882 à 1903, viendront lancer la machine sioniste. Nos amis de Zichron sont l'avant-garde qui aura ouvert les portes d'Israël. Et tout ça grâce à un type qui jurera sur sa barbe et ses péotes avoir vu un arbre d'où coulait du miel. Un menteur quoi. Peut-être pour des bonnes raisons. À la rigueur un visionnaire. Mais bon, c'est un mensonge quand même, non? Et si je vous disais qu'il ne mentait pas, qu'il a vraiment vu un arbre d'où coulait du miel, même si effectivement, il n'avait pas d'arbre. Le regard que l'on porte, ce qu'on voit et surtout ce qu'on ne voit pas, sont en fait le fruit de qui nous sommes, de notre personnalité, de ce qu'on porte en nous par rapport à ce qu'on est en train de regarder. L'œil, c'est qu'un outil. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, disait Saint-Exupéry. Moshe Courlinde a porté sur Israël un regard chargé d'amour infini pour cette terre, rempli du sens d'y habiter, de la chance inouïe d'être de ses bâtisseurs. Et donc, partout où il portait le regard, en fait, il voyait un jardin d'Éden. Ce sont les lunettes d'amour d'Israël. Ce sont pour nous tous les verres correcteurs de Zichron Yaakov.